Commencer, sachez que vous avez de l'interprétation vers le français. La conférence sera en anglais et vous avez l'interprétation simultanée vers le français. Avis aux intéressés. Okay, I think without... Alors, nous allons commencer sans plus tarder. Le secrétaire général, M. Gouria, vous entretiendra sur les constats de perspective emploi. John, Stephen et moi-même, nous rajouterons peut-être quelques commentaires pour passer aux questions-réponses. On vous demandera de vous présenter, à quel groupe vous appartenez. Alors, pour ceux qui nous écoutent par webcast, nous avons Angel Gouria, secrétaire général de l'OCDE. À ma droite, John Martin, directeur de la direction emploi et affaires sociales, toujours à l'OCDE. Et à la droite du secrétaire général, Stefano Ascapata, directeur général adjoint de la même direction, emploi et questions sociales. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue. Il s'agit aujourd'hui de la 28e mouture de perspective sur l'emploi. C'est un véritable plaisir pour moi de vous présenter la livraison 2010. Il s'agit d'une publication phare sur l'emploi. Ce n'est pas la seule publication, vous me direz, mais c'est celle qui existe depuis le plus longtemps. Et c'est la publication qui regroupe tout ce qu'on apprend sur l'emploi dans l'ANA. Alors, assurez, si vous voulez, une rapide réintégration au travail pour ceux qui ont quitté l'emploi ou qui sortent du système scolaire constitue effectivement une priorité pour les autorités. C'est quelque chose qui est ressorti par les leaders du G20 lors du sommet qui a eu lieu à Toronto récemment. Vous avez là une évaluation détaillée de l'incidence sur le marché du travail de la crise et a pu identifier les priorités en matière de politique clés pour stimuler le retour à l'emploi. Alors, je vais m'attarder sur certaines recommandations. Les chefs qui se sont réunis au G20 ont beaucoup parlé de cette question, de la question de l'emploi. Ça figure comme l'une de leurs préoccupations principales et ça sert aussi à l'OIT. Alors, la relance économique dans les pays de l'OCDE semble avoir repris, mais c'est quand même fragile. Alors, l'activité économique a pris son envol dans de nombreux pays. En général, la moyenne de ce taux de croissance sera de 2,75% pour 2010 et 2011, donc 2,75%. 2010-2011. C'est plutôt faible, sachant que nous émergeons de nos ralentissements les plus lents depuis la Grande Dépression. Normalement, lorsqu'il y a eu ce genre de manifestation économique, un ralentissement conséquent, on reprend bien. Alors, normalement, le PIB devrait reprendre aussi dans certains pays, mais c'est encore timide pour la zone euro, de l'ordre de 1%. 1,2 par là. Alors, on a vu ce qui s'est passé au Japon, aux États-Unis. De manière générale, la production est inférieure à son potentiel. La confiance des ménages en matière de dépenses est encore faible. Les banques ne prêtent pas au même niveau avant la crise. Mais ça, c'est vrai pour partout, pas uniquement l'Europe. Alors, la tempête financière économique est passée, du moins les grandes turbulences sont derrière nous, enfin, du moins, je l'espère. La crise, maintenant, est passée dans sa deuxième étape, marquée par une faible reprise, un taux d'endettement assez important du point de vue des finances publiques et un taux de chômage assez élevé. Et c'est là, ce dernier défi, le défi qui constitue le défi du taille en matière de politique. C'est ce qu'on appelle en fait le visage humain, le coût humain de la crise. Vous avez une crise financière, vous avez paralysie économique, mais tout cela induit une tragédie du côté du chômage, au visage humain. C'est le coût humain, la facette humaine de la crise. La relance a peut-être repris du poil de la bête, mais la croissance en matière d'emploi traîne la patte. Parce que jusqu'au premier trimestre de 2010, le taux d'emploi dans les pays de l'OCDE a chuté de 2,1%. Le taux de chômage a augmenté, lui. Et là, attention, c'est très important. Le taux de chômage a augmenté de l'ordre de 50%.
à 8,6%. C'était 5,8 à l'origine en décembre 2007 et ce chiffre maintenant est passé à 8,6%. Bon, certains ont dit 8,7, ça a été rajusté à la baisse à 8,6%. Un léger ajustement et c'est parce que en fait les chiffres aux États-Unis sont un peu plus faibles que prévu, 9,5%. Et bon, le chiffre américain est un taux important dans le tout. Et si ce chiffre là-bas était légèrement inférieur, c'est parce que les gens étaient en quête d'emploi et non pas parce que, si vous voulez, il y avait création d'emplois. Alors, même au niveau de ces statistiques-là, la légère amélioration, c'est expliqué pour des raisons qui sont peut-être pas les raisons que l'on rechercherait, qui expliqueraient, si vous voulez, les meilleurs chiffres. Alors, le taux de chômage a augmenté de l'ordre de 50%, grosso modo. C'est fixé à 8,6%, dis-je, la population active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, grosso modo, 46 millions de personnes en quête d'emploi, qui cherchent un emploi dans les pays de l'OCDE. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que de ce chiffre, 46 millions de chômeurs, eh bien, en gros, 17 millions à peu près n'étaient pas au chômage à la fin 2007. Ça veut dire qu'on a venu gonfler le nombre de chômeurs. On a rajouté à ce qu'on avait à l'origine, avant la crise, qui était, si vous voulez, un petit peu le chiffre où ça s'est posé, on a greffé à ce chiffre 17 millions. Que vous prenez ça en pourcentage ou en chiffre absolu, c'est comme ça. Et ça, je qualifierais de tragédie, sans équivoque. Le problème, c'est que la croissance, en général, ne sera pas suffisamment robuste pour absorber ce taux de chômage ou de sous-emploi accumulé dans de nombreux pays. Le chômage va vraisemblablement pas commencer à chuter jusqu'à vers la fin de l'année. Et à ce moment-là, le rythme de fléchissement sera plutôt modeste. Et le taux de chômage de l'OCDE, eh bien, il est possible qu'il tutoie encore le 8%, et ce jusqu'à la fin 2011. Cela signifie que l'incidence moyenne de la récession de 2008-2009 sur l'emploi, en fait, pourrait venir se comparer aux chiffres vécus lors de la grande récession après le choc après-guerre, c'est-à-dire après le choc pétrolier dans les années 70. Bon, on parle beaucoup de la Grande Dépression, comme si on y était, nous. Non, c'est pas pareil. L'histoire, la situation des années 30, c'est autre chose. Toute la structure, l'architecture était autre. Mais, par contre, ça se compare effectivement aux années 70, le choc de cette époque-là, et je pense que, effectivement, l'ampleur de la situation est comparable à cette époque-là. Alors, beaucoup de chômeurs ont connu, en fait, des périodes assez longues de chômage. Et c'est dangereux pour l'avenir, pour leur avenir. Et le risque, si vous voulez, d'un chômage cyclique et que cela devienne carrément structurel, c'est un risque qui ne cesse de croître. Alors, ça veut dire quoi? Parce que dans le jargon économique, si on se penche là-dessus, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense qu'aux États-Unis, maintenant, à peu près la moitié des chômeurs avaient été au chômage pendant une période supérieure à 6 mois. Donc, on voit maintenant des choses qui s'étaient jamais vues autrefois, parce que, bon, en général, on est au chômage et on retrouve autre chose, d'autres... bon, ça tourne, si vous voulez. Or, maintenant, vous avez des personnes qui se trouvent dans une situation de chômage pendant des périodes de plus en plus longues, et certains finissent par abandonner. Alors, c'est pour ça, parce qu'il y a moins de personnes qui sont en quête ou à la recherche d'emploi. Mais il y a des raisons, et parfois, ces raisons ne sont pas les meilleures. Alors, ce qui pose la question suivante, est-ce que c'est là quelque chose qui doit devenir structurel, c'est-à-dire plus permanent, plus durable, si vous voulez? Alors, le niveau de risque varie d'un pays à l'autre, mais c'est un souci. Aux États-Unis, on se félicite effectivement de ces nouveaux chiffres et réductions du taux de chômage, mais d'un autre côté, on apprend aussi que les effectifs au niveau de la population active fléchissent aussi. Bon, on passe à un chiffre inférieur, mais c'est parce qu'il y a moins de personnes qui font partie de la population active aussi. Depuis mai, on a vu un rétrécissement de la population active de l'ordre de 652 000 personnes. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui maintenant ne font plus partie de la population active. Et ceux qui sont en poste
Eh bien, si vous regardez un petit peu l'univers des personnes qui sont censées avoir un emploi, il y a moins de personnes qui font partie de la population active, il y a moins de personnes peut-être qui cherchent, mais ça ne veut pas dire que concrètement ça s'améliore. Alors, si on regarde un petit peu de manière prospective, eh bien, c'est là une situation, si on projette jusqu'à 2015, c'est une situation qui peut effectivement peser très lourd sur plusieurs générations de travailleurs, travailleuses. Dans Atlantic, John Peck a dit, eh bien, si cette situation se poursuit, il est possible que cela change de tout au tout la vie, le parcours, si vous voulez, de vie des jeunes adultes d'aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas ici de conséquences à court terme. Réduire le chômage doit être la priorité numéro 1 des autorités. Mais bon, aujourd'hui, la donne a changé. Bon, c'est quelque chose qu'on dit à chaque fois qu'on se réunit là-dessus, à chaque fois qu'on parle d'économie, à chaque fois qu'on parle de chômage, travail, il faut travailler sur l'aspect chômage, etc. Mais au début de l'année, la plupart des autorités ont l'intention de s'atteler à la tâche, débloquer plus de fonds justement consacrés à tout ce qui a trait au programme de travail courant 2010. Or, maintenant, il y a un nouvel élément dans l'équation, la pression visant à juguler, si vous voulez, ces budgets, ces déficits. Il y a beaucoup de pression exercée quant au choix qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on va procéder à l'attribution, l'affectation des budgets face à toutes ces difficultés? Parce que, effectivement, on peut toujours invoquer que les programmes marché du travail doivent effectivement rester suffisamment financés. C'est-à-dire, quel que soit ce que vous allez couper, sabrer au niveau des déficits, ce que vous allez faire pour juguler, travailler sur le déficit, faites attention, il ne faut pas toucher la partie qui a trait au programme de soutien du marché du travail. Formation, protection d'emploi, créer de nouveaux emplois. Et il y a d'ailleurs une recommandation, on parle de protéger les emplois à créer des emplois. Il y a une recommandation bien spécifique là-dessus dans le texte. Il est essentiel de se concentrer sur les programmes qui, en fait, ciblent les plus lésés, les plus durement touchés. Donc, il s'agit surtout des jeunes et justement, il faut se pencher sur les jeunes. Perspective emploi 2010 tient compte justement de ce double enjeu. Une série de recommandations est proposée et permettez-moi de vous en parler quelques-unes. C'est des mesures visant à soutenir la demande d'emploi. Effectivement, on devrait passer plutôt de préserver, si vous voulez, les emplois à vraiment stimuler, amorcer un véritable travail au niveau de la création d'emplois. Il y a toutes sortes de régimes qui ont été lancés, par exemple le Kurzarbeit en Allemagne, couronné de succès dans certains cas pour préserver, c'est le cas allemand. Mais combien de pays ont adopté ce principe de Kurzarbeit? 24 par là. Donc effectivement, beaucoup de pays se sont intéressés à ce genre de formule. Mais maintenant, l'Allemagne est en train d'éliminer progressivement. Je pense qu'effectivement, pour l'Allemagne, ça vient à la fin en 2012, si je ne m'abuse. Alors, il ne faut pas nuire à la productivité. Il faut effectivement stimuler la productivité dans tous les secteurs. C'est vraiment très important. Entre-temps, les considérations budgétaires se durcissent et ça veut dire qu'il faut vraiment passer donc à des mesures qui vont amorcer ces choses, c'est-à-dire la création. Par exemple, les subventions qui vont cibler surtout les groupes plus vulnérables. Alors, si vous n'avez que certains montants d'argent et que bon, vous en aurez moins si vous voulez, mais il faut réaffecter cela pour créer des emplois plutôt que pour préserver des emplois qui peut-être n'ont pas vraiment d'avenir, par exemple. Ce genre de choses-là. Alors, le soutien accordé aux chômeurs doit être préservé, mais bien entendu, il faut qu'il y ait des conditions liées à cela. C'est-à-dire, est-ce que les gens recherchent de manière active un emploi? Le fait qu'il y a plus d'emplois détruits que d'emplois créés ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui